Emerson Mnangagwa a annoncé les premières élections post-Mugabe au Zimbabwe. Elles se tiendront en juillet prochain. Opération anti-djihadiste en Égypte. 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués au cours des 5 derniers jours. Puis victoire de Vladimir Poutine, il est réélu président de la Russie avec plus de 76% des voix. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a annoncé que les premières élections de l'ère post-Mugabe seront organisées en juillet prochain. Toujours selon lui, la date de ces élections générales sera connue dans quelques jours. Les détails dans ce reportage. Le Zimbabwe connaîtra ses toutes premières élections post-Mugabe en juillet prochain. L'actuel chef d'État a promis que les scrutins se dérouleront sous la supervision des observateurs étrangers. Emerson Mnangagwa a également déclaré son intention de rencontrer tous les partis politiques reconnus dans son pays. Le but de cette rencontre est de signer un pacte de non-violence afin que les prochaines échéances électorales se déroulent dans l'harmonie, la transparence et sans violence. Selon l'hebdomadaire d'État Sunday Mail, l'Union européenne déploiera dès lundi prochain une équipe chargée d'évaluer la commission électorale. Le chef de mission de l'Union européenne au Zimbabwe, Philippe Van Damme, a déclaré qu'il rencontrera dans les tout prochains jours le président zimbabwéen, les dirigeants des partis politiques ainsi que les responsables de la commission électorale du pays. Les prochains scrutins seront les tout premiers organisés par les nouveaux dirigeants de Harare depuis le départ de Robert Mugabe qui a dirigé le Zimbabwe depuis son indépendance entre 1980 jusqu'en 2017. La promesse du président Emerson Mnangagwa d'organiser les élections générales en juillet prochain a été faite en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue d'un entretien. En Sierra Leone, plusieurs incidents ont éclaté la semaine dernière entre des partisans des 2 finalistes du second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 27 mars prochain. Des incidents confirmés samedi par des sources policières et qui inquiètent la communauté internationale. Reportage. Alors que les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, avaient salué après le premier tour une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin, la campagne pour le second tour de la présidentielle en Sierra Leone est émaillée d'incidents. Selon des sources policières, 14 personnes ont été arrêtées vendredi à bord dans le sud du pays en lien avec des violences survenues jeudi entre partisans des 2 candidats en lice pour le second tour. Des incidents entre partisans rivaux ont également eu lieu à Kono et à Kailaoun dans l'est, puis à Port-Loko dans le nord, selon les mêmes sources policières qui ont fait état de maisons incendiées. Dans un communiqué, la commission électorale a de son côté annoncé une attaque jeudi à bord contre un de ses membres, blessé puis hospitalisé. Les missions diplomatiques occidentales qui se disent inquiètes de ces montées de tension ont mis en garde contre toute campagne basée sur l'ethnie. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Maada Bio, et celui du parti au pouvoir, Samura Kamara, arrivés en tête du premier tour du scrutin, doivent s'affronter au cours du second tour, prévu le 27 mars prochain. Direction le Burundi. Selon un décret présidentiel signé dimanche, le président Pierre Nkurunziza a fixé au 17 mai la date du référendum sur une réforme constitutionnelle controversée. Laquelle réforme pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Voici le point. Selon le test du décret publié sur Internet par la radio-télévision nationale burundaise, tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi, résidents au Burundi ou à l'étranger sont appelés à participer au référendum constitutionnel qui se tiendra le 17 mai prochain. Aussi, le décret précise que la réforme sera adoptée si la proportion de votes favorables est de 50% plus une voix, une disposition critiquée par l'opposition et certains observateurs. Ces derniers notent que la Constitution prévoit que toute révision de cette dernière doit être approuvée à la majorité des 4/5 des membres qui composent l'Assemblée nationale et des 2 tiers des membres du Sénat.
Par ailleurs, le décret de ce dimanche ajoute que les partis ou individus souhaitant participer à la campagne pour ou contre cette réforme doivent s'inscrire auprès de la Commission électorale nationale indépendante entre le 23 mars et le 6 avril. Cette campagne officielle ne commencera que 2 semaines avant le référendum et personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non. Mais l'opposition dénonce des enrôlements forcés d'électeurs pour faire face, selon elle, au peu d'engouement de la population pour ce référendum. Depuis le début de la campagne d'explication pour ce référendum qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 2 mandats de 7 ans, plusieurs dizaines de militants d'opposition ont été arrêtés sous l'accusation de promouvoir le non. 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués au cours des 5 derniers jours en Égypte. C'est dans le cadre des opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï. L'annonce a été faite lundi par l'armée égyptienne. Les précisions dans ce télégramme. L'armée égyptienne poursuit sa vaste campagne anti-djihadiste. Nommée Sinaï 2018, elle a été lancée le 9 février. Elle est centrée notamment sur cette péninsule où le groupe État islamique, EI, a été très actif. Un bilan établi au cours des 5 derniers jours révèle que 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués lors de ces opérations. 30 éléments extrémistes armés ont été éliminés durant un échange de tirs. Une cellule terroriste très dangereuse a également été éliminée, provoquant la mort de 6 djihadistes selon le porte-parole des forces armées. 4 membres des forces armées ont également été tués et 8 autres blessés au cours de ces opérations. En tout, plus de 100 djihadistes et au moins 20 militaires ont été tués depuis le lancement de Sinaï 2018 selon des chiffres officiels. Plus de 2000 personnes ont été incarcérées, dont 345 au cours des 5 derniers jours, comprenant des éléments terroristes et des criminels recherchés. Des dizaines de repères et d'armes ont également été détruits. Les forces de sécurité égyptiennes soupçonnent l'EI de vouloir installer un nouveau foyer dans le Sinaï après leur défaite en Irak et en Syrie. L'opération anti-djihadiste, rappelons-le, a été lancée fin novembre sur demande du président Abdel Fattah al-Sisi qui avait donné 3 mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule. Le gouvernement béninois et l'institution Smithsonian ont scellé ce vendredi un accord dans le cadre de la Smithsonian Folk Life Festival à Washington aux États-Unis. Le dit accord prend en compte l'organisation de l'édition 2019 qui va se dérouler en 10 jours de fin juin à début juillet et où le Bénin sera à l'honneur. Reportage. Ce nouveau partenariat signé entre le Bénin et l'institution Smithsonian s'inscrit dans le cadre plus global d'un autre signé en juillet 2017 à Washington entre la Smithsonian et l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Il permet entre autres à l'institution de partager avec le Bénin des expertises en matière de préservation, gestion et dissémination de l'héritage culturel du Bénin, en particulier dans un contexte lié au musée. Vous savez que nous allons construire dans notre pays, à Porto Novo, le musée des arts et civilisations vaudou. Vous savez que nous allons construire à Ouida un musée. Vous savez que nous allons construire à Lada le musée Toussaint Louverture. Vous savez que nous allons construire à Gomé un musée qui va raconter l'épopée de nos rois et valoriser nos Amazones. Pour cet important programme, nous avons décidé au sein du gouvernement de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale. Nous avons engagé plusieurs cabinets de renom pour conduire les études, devant donc nous indiquer les meilleures façons de réaliser ces différentes infrastructures, ces différents projets. C'est dans ce cadre que depuis quelques mois, nous sommes donc dans ce partenariat important avec la Smithsonian Institute qui nous accompagne de bout en bout sur ces projets qui sont importants pour le gouvernement. C'est pour nous un honneur de travailler sur ce projet qui est la preuve de la vision du président Talon qui nous offre à la Smithsonian l'opportunité de travailler sur un projet aussi visionnaire et qui va être instructif autant pour la Smithsonian que pour le Bénin, parce que de part et d'autre, on a énormément à apprendre et nous saluons ce projet. As we do our work at the Smithsonian in Washington, D.C.
Fondé en 1967, le Festival des traditions populaires de la Smithsonian est un exercice continu de démocratie culturelle auquel se prêtent des artistes et des artisans pour parler de leurs traditions et d'eux-mêmes. Puis en Russie, Vladimir Poutine a été réélu dimanche pour un 4e mandat. Il a obtenu 76,67% des voix lors de la présidentielle qui a eu lieu. L'annonce a été faite par la commission électorale lundi après le décompte de 99,80% des bulletins de vote. Reportage. Avec un score dépassant 76%, Vladimir Poutine vient d'être réélu pour un 4e mandat à la tête de la Russie. Une grande victoire pour le président qui a tenu à saluer ses militants venus nombreux pour célébrer cette victoire. Merci, en cette soirée glaciale à Moscou, de vous être réunis ici au centre de la capitale. Merci beaucoup pour votre soutien. Je voudrais lancer un appel à ceux qui sont ici aujourd'hui à Moscou et à nos partisans sur l'ensemble du territoire de notre pays. Merci beaucoup pour le résultat. Vous êtes notre équipe unie et je suis membre de votre équipe. Et tous ceux qui ont voté aujourd'hui font partie de notre grande équipe nationale. Je vois en cela la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites dans des conditions très difficiles. Je vois en cela de la confiance et de l'espoir. Nous penserons à l'avenir de notre grand pays, à l'avenir de nos enfants, et en agissant ainsi, nous sommes sûrs de réussir. Vladimir Poutine devance le candidat du Parti communiste Pavel Grudinin qui ne récolterait que 12% des voix devant l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovsky autour de 6% et la journaliste proche de l'opposition libérale Ksenia Sobchak avec 1,5%. Cette victoire lui permettra de rester à Kremlin jusqu'en 2024. Voilà, c'est sur ces images de la Russie que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur CICA. Au revoir.